En mai 1921, le compositeur Maurice Ravel s'installe à Montfort-l'Amaury, bourgade pittoresque située à 45 km de Paris. Accrochée sur les hauteurs du village, la petite construction de 2 étages, dont il vient de faire l'acquisition, s'appelle le Belvédère. Pour la première fois de sa vie, Ravel possède une maison à lui, à la fois proche de la capitale, mais suffisamment éloignée pour lui permettre de travailler dans le calme. Remarquable par son étroitesse, cette bicoque biscornue a pu être comparée par un ami de Ravel à une tranche de camembert mal taillée. Mais elle peut aussi se lire comme le portrait chinois de son propriétaire « Dis-moi où tu vis, et je te dirai qui tu es ». À 46 ans, Ravel est à l'apogée de sa carrière. Joué dans le monde entier, ses œuvres font de lui le musicien français le plus célèbre de l'époque. Mais l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, qu'il a vécu comme soldat, et le décès récent de sa mère l'ont ébranlé. Le Belvédère, c'est d'abord un paysage. Au-delà du toit des voisins, la vue embrasse une succession de jardins, d'arbres, de prés, et puis dans le lointain, la forêt de Rambouillet qui commence. Lorsqu'il fait beau, Maurice Ravel se tient sur le balcon. De là-haut, comme de la passerelle d'un paquebot, il surplombe le jardin qui lui sert de salon de plein air. Dans ce minuscule écrin de verdure, Ravel aime recevoir ses amis poètes, compositeurs ou interprètes, que l'on surnomme affectueusement le Petit Cénacle. Souvent, la soirée se prolonge du côté des boîtes parisiennes à la mode, le Bœuf sur le toit ou le Grand Écart. Comme la chambre à coucher se trouve de plain pied avec le jardin, Ravel doit s'y rendre par l'escalier de la cuisine. C'est une chambre dans le goût empire. La lumière y est tamisée, comme filtrée, à travers les rideaux épais, les étoiles découpées dans les volets. La nuit, Ravel dort très mal. Aussi, il se lève tard et prend son petit déjeuner au lit ou dans le jardin, en lisant son quotidien préféré, Le Populaire, un journal de gauche. Depuis sa jeunesse, Ravel a toujours été épris de progrès social et révolté par l'injustice. Juste à côté, la salle de bain est placée sous le signe d'une hygiène méticuleuse. Tout ici est du dernier cri. Sur les serviettes éponges, comme sur la paillasse d'un laboratoire, Ravel a réuni le matériel nécessaire à la perfection de son apparence. Véritable dandy, l'élégance est pour lui une règle de vie, mais aussi le masque d'une immense pudeur. Ce qui frappe au Belvédère, c'est l'accumulation de bibelots. Chinoiseries de pacotille, bric-à-brac de contes de fées, fleurs artificielles, porcelaine multicolore, automates facétieux que l'on actionne avec une manivelle. Le plan de sa maison de poupée, Ravel l'a dessiné lui-même. Une chambre-salle de bain, mais aussi une salle à manger, un salon japonais, une bibliothèque pour lire ou pour écouter du jazz, et un salon de compagnie, soit 6 pièces principales. Ravel se charge également de la décoration, une activité qui le passionne, au point d'empiéter sur son travail de compositeur. « Je suis un type dans le genre Louis II de Bavière, en moins louf », avoue-t-il à une amie. Il va jusqu'à dessiner au pochoir la frise du plafond, ou encore les musiciens grecs sur les dossiers des chaises de la salle à manger. Célibataire endurci, Ravel partage sa vie avec sa gouvernante, Madame Révelot. Les membres de son petit cénacle ont décrit son menu favori. Des maquereaux au vin blanc en entrée, un énorme steak servi presque cru, et pour finir des fruits du jardin, pommes Colville ou poires Pascrassan.
Après le repas, on passe au salon principal, qui se présente comme un boudoir directoire ou consulat, revisité par un esthète de l'entre-deux-guerres. L'aiguille du poste de TSF, qui relie le compositeur aux tourments de son époque, est encore positionnée sur ses fréquences préférées. Tout au bout du couloir, le cabinet de travail, autant dire l'antre du compositeur. Quand il s'attelle à une œuvre nouvelle, Ravel s'installe au piano, un erard demi-queue éclairé par 2 lampes sur lesquelles on distingue des figures d'enfants. Puis, lorsqu'il faut transcrire la musique, Ravel s'assied devant ce bureau. Sur les murs du sanctuaire, Ravel a suspendu quelques tableaux. Son père, Joseph, ingénieur, qui sut lui faire aimer la musique, son petit frère Édouard, dont il est resté très proche, sa mère adorée, née Marie de Loire. Et face à lui, il a accroché son portrait, petit poucet de 12 ans habillé en prince russe. Depuis quelques années, Ravel se plaint de travailler avec difficulté. Dans cette pièce étroite, il va pourtant composer certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. Sa fantaisie lyrique, L'enfant et les sortilèges, sur un livret de l'écrivain Colette. Les chansons Madécas, qui dénoncent le colonialisme. Le concerto pour la main gauche, écrit pour Paul Wittgenstein, un pianiste dont le bras a été arraché par la guerre. Le concerto en sol, et bien sûr, le célèbre boléro. En fin d'après-midi, c'est dans le petit salon que Ravel se réfugie lorsqu'il revient de ses promenades en forêt. D'ici, la vue sur la vieille église de Montfort est imprenable. Assis sur le canapé, Ravel fume du gros tabac brun, caresse ses chats siamois, boit du thé et tue l'ennui. Quant aux porcelaines qui l'entourent, ce sont des faux, ce qui le fait beaucoup rire. Ces derniers temps, Ravel rêve d'adapter la Jeanne d'Arc de l'écrivain anticonformiste Joseph Delteil. Mais plus que jamais, il peine à coucher les premières mesures sur le papier. Les symptômes s'accumulent. En 1935, les médecins diagnostiquent une maladie neurodégénérative. Muré dans sa pensée, Maurice Ravel se trouve dans l'incapacité de composer. Il vit désormais en ermite, dans sa maison de Montfort. « Que faites-vous là, cher Ravel ?»« J'attends, » répond-il simplement. Lorsqu'il meurt en 1937, l'auteur du boléro ne laisse ni film, ni témoignage enregistré. Tout juste une poignée de photographies et une maison fragile, délicate, riche de ses souvenirs et de ses rêves.